On démarre. Président, si tu veux bien. Merci Delphine, merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre pour cette séquence. Merci à l'équipe qui organise cette séquence. Je suis heureux que tout ça à la fois continue et se perfectionne, s'élargisse. Écoutez, c'est un beau sujet aujourd'hui comme les autres. Et pardonnez-moi, ça m'a fait penser à mon livre sur l'économie sociale et solidaire, la clé des possibles. Parce que ce qui me frappe dans les exemples qui vont être, les réalisations qui vont être présentées tout à l'heure, c'est la notion de convergence. Et cette idée qu'effectivement, il est plus qu'urgent de faire converger concrètement les humains avec la nature à laquelle ils appartiennent d'ailleurs. Convergence aussi, je le note à cette occasion, que vous développez dans vos actions avec toute une série d'acteurs autour de vous. Et je crois que c'est très important dans cette période qui n'est plus une période de transition, mais bien une période de transformation engagée et qu'il faut continuer à conduire. Ce qu'au niveau de la Fondation, on fait avec beaucoup de partenaires, je pense au RTES, je pense au mouvement associatif et à d'autres. Alors, je voudrais évoquer 4 points. Le premier, c'est que le sujet que nous abordons aujourd'hui est effectivement lié avec ce qui s'est passé à Marseille, et je pense au manifeste de Marseille, qui préparait la COP 15 sur la biodiversité, qui se tiendra en 2022. Et on voit bien, à travers ce qui s'est passé à Marseille et ce qu'il en sort, si j'ose dire, les engagements qui sont pris, que l'économie sociale et solidaire est interpellée. Si on parle de protection des mammifères marins et plus largement, je dirais, des poissons en général, au-delà des mammifères eux-mêmes, qui ont évidemment des caractéristiques particulières, on voit bien que notre monde coopératif maritime, celui de la pêche, évidemment en particulier, mais plus largement le monde coopératif qui s'intéresse au développement des côtes, je dirais à la réhabilitation des côtes ou des espaces marins contigus, on voit bien qu'ils sont concernés directement et je pense que nous avons à faire plus, ils ont à faire plus pour répondre aux appels qui ont été lancés à Marseille. Si on regarde l'objectif aussi qui a été évoqué à Marseille, concerne la forêt européenne, eh bien, le sujet d'aujourd'hui est au cœur, bien entendu, et tout ce qui est coopération forestière, tout ce qui est association forestière, bien entendu, est déjà mobilisé, doit être mobilisable beaucoup plus largement. Enfin, je pense que il y a probablement une sorte de planification à imaginer pour répondre aux objectifs qui sont définis par Marseille, si j'ose dire, mais qui ont été définis bien entendu par la COP de Paris et par toutes celles qui ont suivi. On voit bien qu'il y a une réduction des pollutions en général à obtenir et surtout, je dirais presque, une renaissance d'une partie de la nature qu'il ne faut pas simplement sauver, mais redévelopper. Et là, je pense que l'économie sociale et solidaire a des engagements à prendre vis-à-vis d'elle-même de façon à atteindre les ODD, mais à l'intérieur de ces ODD, à propos de ce que nous évoquons aujourd'hui, évidemment, de tout ce qui concerne le lien entre la nature et les humains. C'est mon premier point. Le deuxième point, c'est justement les engagements. Bon, il me semble que quand je vois qu'on parle de grands murs bleus, ça me rappelle autre chose, la grande muraille verte à travers l'Afrique, à laquelle le Forum international de l'économie sociale et solidaire s'intéresse, mais bien d'autres. J'ai l'impression qu'on est entré dans une période où cette notion de mur, mur bleu, mur vert, et il pourrait peut-être y avoir d'autres couleurs, devient importante, devient symbolique, là aussi, d'un chaînage des initiatives. Et je crois que
et ESS France, avec évidemment ESS Forum International et d'autres, avec le monde, en particulier des fondations, mais aussi, donc, bien sûr, l'ensemble des coopératives, des associations et des mutuelles, doivent s'engager pour que ces murs, qui ne sont pas des frontières, sont bien au contraire, en réalité, c'est des murs ouverts, c'est des murs de rencontre, des murs qui permettent, je dirais, de mobiliser les forces. Je pense que là, il y a beaucoup à faire, et donc j'insiste sur cette notion de chaînage des initiatives. Et donc, pas simplement de changement de dimension, mais aussi véritablement de culture des convergences pour rendre les résultats plus solides, plus concrets et extensibles. Troisième point que je veux évoquer, c'est à chaque fois qu'on a ce type de sujet, mais c'était valable aussi pour les autres web que nous avons eus, il sera valable pour les suivants, mais j'y insiste à chaque fois lourdement, c'est comment l'économie sociale et solidaire peut être en avance, prouver qu'elle fait plus. Prouver qu'elle fait plus. Il ne suffit pas qu'elle porte son nom, il faut véritablement qu'elle prouve. Et tout à l'heure, vous allez le prouver. Moi, j'ai été très intéressé en regardant Alvéole et par exemple, hein, tout ce qui concerne ce que les humains mobilisés par l'alvéole font dans le domaine des fleurs et des semences libres. Hein. J'ai une pensée pour celles et ceux qui en Afrique et en Inde font de même, et en Amérique du Sud aussi. Je crois que c'est un enjeu qui est essentiel. Et on voit bien là aussi que la notion de chaînage est tout à fait essentielle. J'ai aussi été très intéressé par le fonds de dotation forestier pour la vie. Je pense que là, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, il y a beaucoup à faire et que là aussi, il y a des liens à constituer. Je pensais à Terre de Liens en lisant ce que vous faites, évidemment, mais je pense que ce n'est pas un hasard, parce que là aussi, c'est la création de liens opérationnels qui permet la vraie transformation et la réussite de ces transformations. C'est la même chose avec Casar Cycle. J'ai été très étonné par cette expérience que je ne connaissais pas, et c'est assez merveilleux de se dire qu'avec de mauvais déchets, on peut faire des choses positives et là aussi aider à la fois les humains là, pour qu'ils puissent s'ancrer, mais aussi la nature, les poissons et tous les animalcules, je dirais, qui tournent autour, puissent à nouveau s'ancrer sur quelque chose et donc se redévelopper. Donc, voilà, je crois que véritablement, vos interventions, vos actions, vos interventions, mais aussi vos démonstrations sont nécessaires pour souligner combien l'économie sociale et solidaire est en avance. Il faut d'autant plus le faire que les secteurs traditionnels font leur publicité avec malheureusement beaucoup d'efficacité et il faut qu'on les rattrape, si j'ose dire, et qu'on les dépasse sur ce terrain. Enfin, quatrième point, et je termine sur ce point, je crois qu'il faut que, ensemble, les acteurs de l'économie sociale et solidaire bâtissent une véritable cartographie de ce qui se fait en ce moment et de ce qui devrait se faire. Voilà. Je vous félicite de vos engagements, je trouve ça enthousiasmant. Merci de m'avoir donné la possibilité d'ouvrir cette séquence comme les autres. Allez-y, on vous soutient. Merci. Je passe la parole à Delphine. Merci, Président. La Fondation a décidé en début d'année, sous l'impulsion du bureau et sur proposition de Donata Cherrier-Morigi, de monter cette web série pour illustrer à sa façon, en donnant la parole à des expériences concrètes des associations ou des fondations, acteurs de l'ESS, de donner la parole donc à nos partenaires pour illustrer les 17 objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous nous concentrons, nous voulons illustrer 2 objectifs de développement durable, celui qui concerne la protection de la vie aquatique
Le numéro 15 qui concerne la protection de la vie terrestre, eh bien, vie terrestre, vie aquatique, en vérité, on parle de quoi? On parle de protection de la biodiversité. Notre président vient de faire référence au Congrès mondial de la nature qui a eu lieu à Marseille et qui a été organisé par l'UICN et qui a produit un manifeste ambitieux qui répond à des urgences. Alors, quelles urgences, Émilie? Eh bien, nous avons 4 chiffres clés qui nous mobilisent au plan mondial. En près de 50 ans, 68% des animaux vertébrés sauvages ont disparu de la planète. Alors évidemment, c'est un chiffre moyen. Il y a des territoires qui sont bien plus concernés que d'autres. Idem pour la population d'oiseaux en France qui a diminué de près de 30%, alors qu'il y a des actions de protection des oiseaux qui sont importantes en France et que nous devons aux associations qui nous alertent depuis longtemps. Une trentaine d'espèces animales et végétales ont disparu en 2020 et le thon rouge a diminué de 90% entre 1993 et 2016 en Méditerranée. Les principales causes, nous les connaissons. Bien sûr, elle crée des débats. Le débat sur les causes n'est jamais terminé, mais disons que le consensus commence à être large sur le fait qu'un recours intensif aux pesticides ou aux néonicotinoïdes, les questions de surpêche, la disparition des zones humides et puis les incendies qui sont le résultat à la fois des défaillances humaines et du changement climatique sont les principales causes identifiées. Alors, le manifeste de Marseille, je n'y reviens pas, le président nous en a parlé. Les 3 engagements, vous les voyez à l'écran, ce sont des engagements qui concernent les États et le président nous en a parlé aussi. Et simplement, ce que nous pouvons dire et l'intérêt de cette web-série, c'est de faire un focus sur les initiatives concrètes, mais qui sont aussi politiquement portées par des acteurs associatifs. Eh bien, nous vous donnons 3 exemples et nous allons donner la parole donc à l'association Alvéole, qui a monté plusieurs chantiers d'insertion, qui est basée en Haute-Savoie et qui, je crois, protège notamment les fleurs sauvages. Nous allons traiter de la question de la protection des forêts avec le fonds de dotation Forêts en vie en Auvergne-Rhône-Alpes. Puis, dans une 3e partie, nous donnerons la parole à Casa Recycle, qui protège la faune marine en Guadeloupe. Donc, dans un premier temps, Catherine Douard, directrice de l'association Alvéole. Catherine, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre constat et de l'idée qui a sous-tendu le projet associatif d'Alvéole? Merci, bonjour. Donc, je vais présenter Alvéole, qui est une association qui porte un atelier chantier d'insertion qui est en Haute-Savoie, comme vous l'avez dit, à Saint-Pierre-en-Faucigny. Donc, nous portons aussi un organisme de formation et on va le voir dans les actions qui vont suivre l'importance que cela a et des actions spécifiques. Donc, nos missions principales sont de permettre à des personnes éloignées de l'emploi, voire très éloignées, de retrouver non seulement leur place dans la société, mais un emploi durable par l'accompagnement, le travail, l'apprentissage et la formation. Donc, dans ce cadre-là, nous portons... nous avons 17 équipes et sur des secteurs d'activité qui sont principalement dans l'environnement, mais aussi dans le bâtiment, dans la propreté, un atelier création-couture dans le cadre du développement durable. En ce qui concerne l'environnement, on a un chantier tout spécifique qui est un chantier de semences locales, où 4 personnes sont accompagnées, qui est supervisée par Céline et un encadrant technique, dans le cadre de la biodiversité. Alvéole est engagée dans l'innovation sociale et environnementale, donc c'est la raison pour laquelle on prend soin de notre environnement au niveau de tous nos chantiers et plus particulièrement dans le cadre de la biodiversité par ce chantier de production de semences de fleurs locales qui est labellisé végétal local pour constituer des mélanges qui serviront à la végétalisation et à la reconstitution de la biodiversité. Donc le chantier
autre que sur les axes environnementaux, pour nous est très important, puisque au niveau de l'insertion, ça va permettre à des personnes de découvrir de nouvelles compétences qui vont être un petit peu hybrides entre l'agriculture, le maraîchage, l'horticulture. Nous dispensons un CQP, un certificat de qualification professionnelle spécifique aux semences, ce qui permet aux personnes de se réorienter vers ces secteurs d'activité. Je vais laisser la parole à Céline. Peut-être avant, juste pour faire l'introduction avec Céline, ce chantier est issu d'une expérimentation Interreg avec un partenariat assez large, hein, EPIA, l'Université de Genève, d'autres producteurs, entreprises d'insertion, toujours dans le champ de l'économie sociale et solidaire, puisque l'innovation environnementale passe par là. Donc, une entreprise d'insertion, Chandissime, et puis au sein du handicap, la ferme de Chauzal. Donc, ce qui nous permet de faire émerger cette filière aujourd'hui. Cette expérimentation est devenue un chantier. Et je vais laisser la parole à Céline qui va développer. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Juste pour me présenter rapidement, en fait, donc, je suis responsable de projet Croissance Verte au sein d'Alvéole. Donc, je coordonne ce chantier de production de semences de fleurs, mais également la production de plantes zélophytes dans l'eau, enfin les pieds dans l'eau en tout cas. Je m'occupe également de tout ce qui est lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et donc, j'apporte ma petite note sur la biodiversité, en fait, sur tous les projets espaces verts, espaces naturels. Du coup, pour répondre à la question des constats sur la biodiversité, c'est vrai que nous, on voit qu'en Haute-Savoie, on a un territoire qui a vraiment de véritables atouts, donc avec des espèces et des paysages patrimoniaux, une agriculture qui est vraiment à valoriser, avec une agriculture de qualité issue avec des labels et des appellations d'origine, comme le reblochon par exemple. Une attractivité touristique avec la montagne et un tissu économique et associatif qui est vraiment très dynamique sur le territoire. Du coup, ça a son revers. Voilà, c'est qu'on a une biodiversité alpine qui est menacée par l'urbanisation croissante donc, des vallées et des flancs de montagne, et qui entraîne un mitage donc, du paysage, d'une part, un mitage écologique et agricole avec une perte de prairies et une perte de biodiversité au sein même de ces prairies. Et donc, on dit qu'ici, on perd une partie de la biodiversité dite ordinaire, puisque ce n'est pas les espèces patrimoniales qui disparaissent, mais ce sont aussi une majorité d'espèces, la biodiversité au sein de nos prairies qui disparaît. Un deuxième constat, en fait, par rapport à l'érosion de la biodiversité, c'est que, couplé à cette destruction des paysages, en fait, on utilise pour revégétaliser après des travaux, enfin, je dis on, les entreprises utilisent, en fait, des semences qui ne sont ni locales ni sauvages, puisque la réglementation française, appliquée de façon plus stricte que issue de la réglementation européenne, mais appliquée de façon plus stricte en France, fait que la majorité des semences fourragères, qui sont donc les semences qui constituent les prairies, sont des semences inscrites dans un catalogue, donc à certification. Et on ne peut pas donc utiliser des semences sauvages pour végétaliser à partir de ces variétés-là. Et donc souvent, ce sont des variétés qui viennent de l'étranger, donc autant dire pas du tout locales, et qui peuvent en avoir un impact sur la biodiversité. Oui, pour nous, en termes de compétences, ce qui est important sur le chantier, c'est d'essaimer. Donc, les compétences en notion de chantier apprenant, mais aussi en notion de compétences en notion d'essaimage de communication auprès de nos partenaires pour asseoir en fait le chantier qui est fait, et pour surtout entraîner tous nos partenaires vers l'importance en fait des semences locales sur les territoires. Il y a sans doute un point qu'il faut préciser, c'est que en matière de biodiversité, nous nous rendons compte que quand on protège et qu'on cible bien les éléments à protéger ou les zones à protéger, eh bien, la perte de biodiversité est réversible. On peut réintroduire, on voit les effets de la production. Ce dont on n'est pas encore complètement sûr pour le climat d'ailleurs. Mais en termes de biodiversité, c'est un constat qu'on a pu faire. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez ?
Oui, oui, bah, tout à fait. Il y a un exemple bien concret là. Si on est à côté d'une prairie et qu'on n'entend rien, c'est qu'il n'y a personne. Enfin, en gros, qu'il n'y a pas de microphone, qu'il n'y a pas d'insectes. Dès qu'une prairie refonctionne, clairement, on entend du bruit, quoi. C'est pas silencieux en fait. Et dès que, enfin voilà, donc oui, tout à fait. On peut vraiment agir et ça se voit tout de suite en fait. De ce chantier de semences avec la production de semences sauvages qui sont collectées, qui sont produites à partir de semences collectées en milieu naturel. Donc on va chercher en fait sur en Haute-Savoie, dans les alpages par exemple. C'était la première photo en fait que vous avez pu voir passer. Et le deuxième axe de travail, en fait, c'est pour compenser le fait qu'on ne puisse pas utiliser de semences de brosser directement les prairies pour récupérer les graines qui sont mûres au moment où on y va. Donc c'est la photo que vous avez sous les yeux. L'idée, c'est vraiment d'aller collecter en mélange les semences qui sont dans les prairies. Et on pourra compléter du coup les semences qu'on produit avec ces semences de mélange pour proposer un mélange le plus local possible et pas uniquement un mélange avec une partie de fleurs produites, donc sauvages, et une partie de semences qui sont commerciales et qui sont des variétés. En fait, ce qui est notre façon d'avancer en fait dans ce projet, c'est aussi voilà, on a commencé, comme disait Catherine, par le biais d'un programme Interreg qui s'est terminé il y a 2 ans. Et l'idée, nous, c'est vraiment de pouvoir développer la filière sur le territoire, donc le plus localement possible, en essayant de tisser en fait des partenariats avec les utilisateurs de semences, dans une logique en fait d'arriver à construire ce qu'on pourrait, enfin, un peu comme une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. L'objectif, c'est qu'un groupement de producteurs puisse produire pour un groupement d'utilisateurs. Et donc le premier pas qu'on a franchi là depuis 2 ans, en fait, c'est donc de signer 2 conventions avec 2 opérateurs, un autoroutier, donc qui est ATMB, et un deuxième opérateur qui est un syndicat de rivière, donc le syndicat mixte de l'Arve et de ses affluents, le SM3A. Et voilà, dans le cadre de ces 2 conventions, en fait, on s'engage à produire pour ces 2 opérateurs les semences qui les intéressent en local. Et donc, notre objectif, en fait, c'est de pouvoir accompagner à terme un maximum de structures qui pourraient, comme nous, développer une petite activité de production de semences et qui pourraient donc s'inscrire dans ce groupement de producteurs pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, de vraiment amener la biodiversité au sein de chacune des structures, amener de nouvelles compétences au niveau de chacune des structures productrices, donc qui peuvent être des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, mais qui peuvent être aussi des maraîchers, par exemple, qui pourraient avoir une activité annexe de production de semences pour compléter leur activité. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner un maximum de monde pour arriver à construire cette filière. Voilà, je sais pas si donc la 3e photo, en fait, c'est vraiment là un chantier de revégétalisation qui permet de répondre, enfin voilà, c'est un passage à faune qui a été fait au-dessus de l'autoroute, donc à Viry, et qui a été revégétalisé avec plus de 70 de fleurs produites par Alvéole et ses partenaires. Et donc on voit ça a vraiment pris là, au bout d'1 an et demi, ça avait vraiment pris. Et donc bon, il y a des sangliers et autres animaux qui viennent manger donc ces espèces. Donc on voit qu'on peut reconquérir en fait la biodiversité quand on développe les axes qui conviennent bien. C'est Stéphanie Cucinota, qui est en Haute-Savoie, qui a suivi ce projet. Stéphanie, pourquoi ce projet finalement? Oui, c'est via Donata en fait, hein, qui avait repéré le projet donc d'Alvéole. Et c'est vrai que pour avancer dans leur projet, ils avaient besoin d'acquérir la brosseuse pour faciliter le travail et puis la récolte. Donc voilà, ça a été monté donc par Céline. Et puis en plus, je lui ai envoyé un mail ce matin pour savoir un peu où ça en était, puisque là, on est au niveau du 6e mois du bilan. Donc j'espère qu'ils ont pu faire la récolte comme ils prévoyaient là sur l'été. Et que oui. Oui, non, justement, la 2e photo, là, c'était vraiment ça. Donc ça, on a vraiment pu, c'était vraiment super bien, oui, voilà.
Donc, elle fonctionne bien, la brosseuse. Ouais, parfaitement. Bon, bah, Ça super. marche, ça donne ce que ça doit donner, c'est parfait. Elle répond aux attentes, voilà. Et bon, après, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer parce que, bon, les emplois du temps, voilà, le covid, tout ça a fait on n'a pas pu se déplacer. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant, moi qui suis, savoyarde aussi, qui habite, à la campagne, j'ai appris j'ai appris des choses qu'effectivement, après un chantier, on ne pouvait pas, réensemencer avec, du local, enfin voilà, des choses comme ça. Eh ben, merci beaucoup. On De compte rien. sur toi si tu peux aller voir nos amis d'Alvéole un jour ou emmener des collègues, ce sera formidable. Merci. Merci à vous, Alvéole. Le format est un peu frustrant. On va passer au fonds de dotation Forêts en vie. Oui, bonjour. C'est bon, Donc, Nathalie Nollet. Bonjour oui, Nathalie. bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, quel est votre constat et votre réponse? Bien, le constat aujourd'hui au niveau de ce qui se passe en forêt est assez alarmant. Au niveau de tout ce qu'on peut voir comme les coupes rases, les incendies, les sécheresses, les attaques de parasites qui sont de plus en plus fréquentes sur des arbres fragilisés par le changement climatique. Et face aussi à un travail en forêt qui devient de plus en plus industriel et qui amène la forêt à une standardisation avec des plantations d'une seule essence dans les parcelles qui en fait ne génèrent plus une biodiversité et ne génèrent plus un écosystème forestier, mais bien des déserts verts. On peut parler de déserts verts à ce niveau-là. Et du coup, des animaux, des insectes, des plantes qui désertent ces parcelles replantées en une seule essence, qui de plus en plus est résineuse. Donc face à ce constat, le réseau pour les alternatives forestières, qui regroupe aussi bien des professionnels que des artisans, des propriétaires forestiers, des citoyens, des amoureux de la forêt tout simplement, s'est dit qu'il était important pour pouvoir vraiment avoir une influence sur ce qui se passait en forêt, d'acquérir du foncier, d'acheter des forêts, afin de les mettre à disposition de porteurs de projets qui, eux, œuvrent dans les alternatives forestières, pour qu'ils puissent développer leurs activités et se projeter sur le long terme. Alors, être porteur de projets dans les alternatives forestières, ça veut dire qu'on souhaite développer une gestion douce des forêts en conservant un couvert forestier permanent, en intervenant de façon régulière mais moins brutale et en revenant plus régulièrement en forêt pour avoir ces activités. Mais ça peut être aussi des activités d'accueil du public, d'écoles en forêt, des activités culturelles. Enfin, l'idée, c'est vraiment de redonner sa multifonctionnalité à la forêt, qui n'est pas, loin de là, une usine à produire du bois, mais qui est bien un ensemble d'atouts et d'intérêts qui est à préserver et dans lequel on peut tout à fait intervenir. On peut très bien, et ça c'est vraiment notre objectif, montrer qu'on peut avoir une activité humaine en forêt qui soit respectueuse de cet écosystème, qui soit respectueuse de l'humain aussi, parce que pour nous, c'est très important, le côté respect des travailleurs avec une rémunération juste et équitable. Et aussi, bien sûr, en laissant une part à la forêt pour sa libre évolution, que la forêt puisse évoluer à son rythme, comme elle l'entend, sans aucune intervention humaine à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment les 3 missions de Forêts en Vie, c'est vraiment acquérir du foncier pour le mettre à disposition de porteurs de projets et aussi laisser une part à la forêt pour se développer librement et à son rythme. Et pour cela, tout cela repose en fait sur de la mobilisation citoyenne, puisqu'un fonds de dotation, c'est un outil juridique qui a pour mission, qui a des missions d'intérêt général et qui n'a pas de but lucratif. Et le modèle économique de Forêts en Vie, c'est à travers le don, le legs ou les donations, de pouvoir acquérir ces forêts et donc de les préserver sur le long terme en les sortant de la spéculation financière qui malheureusement est très présente aujourd'hui en forêt, en recréant dedans des communs forestiers. Un commun forestier, c'est quoi? C'est permettre aux habitants, aux gens qui sont ancrés dans les territoires, de pouvoir développer leurs activités dedans. Encore une fois, des activités vraiment pluridisciplinaires et de recréer aussi de la richesse localement,
puisque l'idée, c'est vraiment que les activités soient ancrées dans le tissu social, local et économique des communes où ils se développent. Donc ça, ce sont vraiment des points qui sont très importants. Et pour cela, donc, on fait appel à la mobilisation citoyenne et également aussi à des fondations qui nous accompagnent pour permettre le développement de ces projets. Pour pouvoir assurer cette mise à disposition des forêts dans un cadre qui soit sécurisé et qui soit quand même garant des valeurs qui sont portées par le réseau pour les alternatives forestières et des enjeux écologiques que souhaite porter également le fonds de dotation, on a créé un bail forestier qui est spécifique à Forêts en Vie et qui est mis à disposition de tout à chacun. Il est en libre accès. Ce bail, il donc permet de cadrer avec des clauses environnementales fortes les activités qui vont se développer et tout en ayant une durée qui pourra aller de 15 à 99 ans, puisque nous mettons à bail les forêts exclusivement à des collectifs ou à des associations, de façon à ce qu'il y ait vraiment une multiplicité d'activités dans ces forêts. Voilà ce que je peux détailler rapidement sur le fonds de dotation. Je précise juste encore peut-être qu'on est basé en Ardèche, mais que le fonds de dotation est national et que donc nous avons une activité sur tout le territoire. Merci beaucoup. Comment vous nous avez connus, la Fondation ? Alors en fait, c'est le réseau pour les alternatives forestières qui est soutenu par votre fondation. Et comme Forêts en Vie en fait a été créé par le RAF, excusez-moi, ça va plus vite que de dire réseau pour les alternatives forestières. Voilà, en fait le RAF, ça a vraiment une réflexion sur le foncier forestier, sur comment faire que ces forêts redeviennent finalement disponibles au plus grand nombre. Et il y a eu une grosse réflexion dessus. Et donc, c'est à travers le réseau pour les alternatives forestières qu'on a connu la Fondation. Voilà, et c'est important de dire que ce sont plusieurs soutiens qui ont été apportés, à la fois du comité de sélection des projets de la Fondation et aussi l'association Amphithéa à plusieurs reprises. C'est vrai que le lien avec le réseau pour les alternatives forestières est important avec notre Fondation et qui a été aussi lauréate du prix de la Fondation, Coopérer pour entreprendre en 2018. Tout à fait. Très bien, Eric. Juste essayer de comprendre quel type, en dehors de la coupe du bois, quel type d'activités sont aujourd'hui générées dans le cadre des associations qui ont souscrit au bail forestier. Alors effectivement, il y a une grande diversité des projets qui nous sont amenés. Ça va donc de l'école en forêt à la bibliothèque perchée. Alors c'est pas forcément des projets qui sont déjà installés dans des forêts, mais en tout cas c'est des projets qu'on nous a soumis et qu'on regarde et qu'on accompagne. Ça peut aller aussi d'activités culturelles ou par endroits, quand c'est possible, de la collecte de plantes médicinales. Il y a vraiment une très, très grande diversité. Il y a de la sylvothérapie également. Il peut y avoir des activités sportives. Il y a vraiment une multiplicité. Il y a aussi des gens qui regardent pour pouvoir installer des ruches en forêt avec des essences qui sont assez mellifères. Il y a vraiment une grande diversité. Et vraiment, nous, notre volonté, c'est de montrer qu'il peut y avoir cette diversité qui s'installe tout en étant vraiment respectueuse de la forêt et de ses écosystèmes. Et aussi vraiment montrer, parce que ça c'est vraiment important, j'insiste, mais c'est pas un gros mot que de dire qu'on peut récolter du bois en forêt et qu'on met pas forcément en péril la forêt en le faisant, mais il y a vraiment une manière de le faire. Et pour nous, ça c'est très important. Et aujourd'hui, en procédant par les coupes rases, c'est vraiment pas le modèle que nous on souhaite développer et suivre. Alors, je vois que Anne Berthet du RAF vient nous rejoindre. Bonjour Anne. Si tu as des choses à ajouter à la suite de la présentation qui vient d'être faite de Nathalie, je t'en prie. Merci, bonjour à tous et toutes. J'ai eu des gros problèmes pour me connecter du fin fond de l'Ardèche. Voilà, si vous avez des questions sur le réseau pour les alternatives forestières, on est à l'écoute. Alors j'ai une question. J'ai une question parce que j'ai assisté ce matin à une conférence avec des industriels qui prenaient une position sur le fait qu'en France,
on ne couperait pas suffisamment les arbres. Et que donc, le propos que j'ai entendu, c'était, en France, on ne coupe pas assez les arbres, et quand on laisse les arbres se développer, en fait, ils captent moins le carbone. Je pense que ça fait écho à votre dernière remarque, Nathalie. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous apporter un éclairage par rapport à ce type de position? Oui, alors comme quoi on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, et c'est ça qui est un petit peu difficile. En fait, l'accroissement de la forêt, effectivement, il n'est pas forcément prélevé. Mais il faut bien voir que il y a plein de forêts qui ne sont pas accessibles ou qui ne font pas l'objet de coupe, soit parce que les propriétaires laissent leur forêt comme ça, soit parce que les conditions de desserte de la forêt, c'est-à-dire d'accès, soit les conditions de pente, enfin voilà, il y a plein de conditions qui peuvent faire qu'on ne va pas aller couper des arbres dans certaines forêts. Donc, il faut être très vigilant avec cette notion, c'est-à-dire de ne pas aller surexploiter des zones qui sont faciles d'accès au prétexte qu'on ne récolte pas l'accroissement de la forêt en France par an et qu'il y a d'autres zones qui, du coup, sont délaissées. Donc ça, c'est le premier point. Il faut vraiment raisonner, c'est du cas par cas. On ne peut pas partir d'une grande généralité pour ensuite justifier des actions très localement. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Et en fait, pour tout ce qui est captation de carbone, en fait, c'est faux. Plus les arbres sont vieux, plus ils vont en capter. Donc, il faut être très vigilant et prendre tous ces chiffres et ces informations avec beaucoup de pincettes et beaucoup de recul. Voilà. Et ce qu'il faut surtout voir aussi, c'est que dans une jeune plantation, imaginons que ce soit une plantation de résineux, elle va effectivement pousser assez vite. Donc, c'est ce qui fait dire qu'en fait, des jeunes plants vont capter plus de CO2, plus de carbone, mais elle va aussi prendre énormément dans le sol. Elle va prélever énormément d'éléments nutritifs parce que voilà, ce sont des arbres qui sont en pleine croissance et qui vont demander beaucoup pour pouvoir pousser. Et le problème, c'est que ces arbres-là, ils vont être coupés très jeunes parce que 45 ans ou 50 ans pour un Douglas, c'est comme si, en fait, on disait qu'à partir de 12-15 ans, on va pouvoir dire que les enfants sont déjà trop vieux. C'est pareil, voilà, donc c'est très jeune. Et en fait, en coupant ces arbres, qui auront peut-être effectivement capté du carbone dans leur croissance, hein, ça bien sûr je le nie pas, on va les enlever au moment où ils vont commencer à beaucoup moins prélever dans le sol et ils vont commencer à redonner au sol, parce que bien sûr c'est une symbiose. Tout ce qui se passe entre les arbres et le sol, c'est à l'équilibre quand c'est fait avec des peuplements qui sont mélangés et diversifiés. Donc, c'est un double. Il n'y a pas que la notion de carbone qui est importante à prendre en compte. C'est vraiment tout un ensemble. Un écosystème forestier, c'est vraiment tout un ensemble qu'il faut prendre vraiment globalement pour voir les avantages et les inconvénients et les tenants et les aboutissants de chaque action qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Lionel Gaz qui a fait un joli commentaire par écrit. Lionel, est-ce que tu veux poser une question ou ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement dire que oui, je suis tout à fait sensible à ce qui vient d'être évoqué. Et je lisais récemment un article dans un journal en ligne rédigé par un économiste qui préconisait de faire ce qu'on appelle des TCR, des taillis à courte rotation, qui sont exactement ce qui vient d'être décrit. Et en outre, le problème de ces tailles à courte rotation, qu'on coupe très rapidement, ils sont extrêmement mécanisés. Leur exploitation est extrêmement mécanisée. Alors ça engendre ensuite des tassements de sol, des appauvrissements de celui-ci, ça a été dit, et puis un bilan carbone qui forcément n'est pas favorable à l'arrivée. En fait, on peut dire beaucoup d'hérésies sur la forêt. C'est un travail de sylviculteur, la forêt, de forestier. Eh oui. Et oui, et l'ONF est d'ailleurs mis en danger en ce moment. Oui, absolument. Voilà. Écoutez, merci beaucoup parce que là, on arrive au bout de cette séquence, mais on pourra approfondir. N'hésitez pas, les uns et les autres, à vous connecter, à suivre les travaux du réseau pour les alternatives forestières et du fonds de dotation Forêts en Vie. Et je vous propose de passer à la protection de la faune marine, en Guadeloupe avec l'association Casa Recycle. Bonjour à tout le monde. Vous êtes Franck Fazian, directeur Exactement. de Casa Recycle.
Exactement. Donc, Franck Fazian, directeur de Casa Recycle, enfin plutôt président de Casa Recycle, parce qu'en fait, je dirige 3 associations, dont une dont je suis le président, celle-ci, Casa Recycle, et aussi le créateur du projet les récifs artificiels, les éco-mouillages, pour être plus précis. Donc, on est effectivement en Guadeloupe. Donc voilà, donc Casa Recycle, c'est une association d'insertion qui existe depuis à peu près depuis 2009, qui était à la base une association spécialisée dans tout ce qui était détoiseux, donc et jusqu'à maintenant, comment dirais-je, la réparation C'est quoi les détoiseux? Alors, c'est déchets électriques, ça c'est déchets d'équipements électriques électroniques. Donc, c'est tout ce qui comporte de l'électricité, donc les petits électroménagers, les gros électroménagers, cuisinières, voilà. C'est tout ce que vous avez chez vous qui se branche sur une prise. Voilà, donc c'est le traitement de ces déchets et de ces ressources. Voilà. Donc nous, c'est effectivement la réparation et la remise en état, le fameux la taxe, comment dirais-je, le 1 pour 2, c'est-à-dire récupérer des machines pour refaire des machines en état, de les remettre en état qu'avec de la récupération. Voilà, donc des chantiers d'insertion qui ont commencé en 2011. Donc la formation de jeunes, c'est la remise en état effectivement d'électroménager depuis 2009. Et chemin faisant, en 2016, au niveau de l'atelier de démantèlement de machines à laver, j'ai demandé à mes encadrants de ne pas jeter, de mettre de côté les masses béton que vous avez dans les machines à laver, qu'on voit là sur la photo, qui ont été comment dirais-je, qui sont les parties du récif, enfin du récif artificiel. Les masses béton qu'on vous trouvez autour du tambour de machine à laver, pour éviter à l'essorement que la machine puisse voler dans tous les sens, des contrepoids en gros. Donc, étant donné que je suis plongeur et apnéiste depuis l'âge de 8 ans, j'ai touché justement par rapport à la situation des fonds marins aux Antilles, et pas qu'aux Antilles, hein, on est à peu près dans la même situation dans le monde entier. La disparition des barrières coralliennes, là on en est à peu près à 90% des barrières coralliennes ont disparu en Guadeloupe du fait de la pollution, principalement de la pollution. C'est vrai qu'il y a un peu le réchauffement climatique, mais ce n'est pas la cause principale. La cause principale, c'est l'augmentation de phosphate et de nitrate dans l'eau, de pollutions diverses. Du fait qu'en Guadeloupe et également en Martinique, hein, les stations d'épuration ne fonctionnent qu'à 15%, voire encore, ils parlent de 90% des stations d'épuration fonctionnent de façon anormale et pas du tout. Donc voilà. Donc du fait, tous les polluants terminent en mer et créent un bouillon de culture qui fait que les récifs n'arrivent pas à s'auto-guérir ou à accroître. Donc voilà, donc le constat étant là, étant donné que j'ai continué à plonger avec mon cope de plongée, j'ai constaté qu'effectivement, dans les grands cul-de-sac marins, il n'y a plus effectivement de récifs, ils sont tous décédés. Il y a quelques petites reprises et certains endroits, certains qui font de la résistance. Il m'est venu à l'idée de prendre ces morceaux de béton et de les faire tester par l'aquarium, le seul aquarium qui se trouve du côté de bas du fort, au Gosier, pour être testé. Et au bout de 6 mois, ça s'est avéré inerte pour l'environnement, aucun relâché de toxiques qui ont permis à des larves et des bouturages de coraux de survivre. Et donc, à partir de là, en étant accompagné de scientifiques au niveau de l'université, au niveau de toutes les instances représentatives dans le domaine marin, que ce soit la direction de la mer, la protection du littoral, le conservatoire,
Voilà, j'ai été les rencontrer, j'ai proposé mon projet. Il y a un particulier qui a cru en mon projet, qui a voulu en financer en direct il y a à peu près 4 ans. C'est ça justement, c'est cette action-là qui nous a permis de participer au concours de la France s'engage, d'avoir prouvé par le remontée de scientifiques que le système, il fonctionne. Donc, ce sont des éco-mouillages. L'idée est venue de quoi? C'est-à-dire qu'on a 2 problématiques. Non seulement les coraux sont en train de disparaître, donc avec toute la biodiversité existante, et une des choses qui n'aident pas, ce sont les ancres, les mouillages forains, c'est-à-dire les ancres avec les chaînes. Alors, imaginez un voilier dans une baie, accroché à une ancre qui fait 50 à 30 mètres de longueur. La chaîne est au fond de l'eau, posée sur des herbiers. Et le voilier, en général, il suit les vents, c'est-à-dire il va s'aligner selon la direction des vents et fera pratiquement le tour de sa chaîne, le tour de son ancre en traînant la chaîne au fond. Donc, qu'est-ce qui se passe? La chaîne arrache absolument tout au fond. Alors, actuellement, par exemple, à l'île Égosier, une petite île qui se trouve à peu près 800 mètres du rivage, il y a une baie, et dans cette baie, il y a entre 50 et 70 navires de plaisance de toute taille accrochés à des ancres. Donc, vous avez un balai de 70 chaînes qui raclent les fonds. Alors, imaginez les dégâts. Donc, il m'est venu à l'idée de ce fait de joindre un peu les deux. Là, vous voyez la photo qui est montrée. Nous sommes à la marina de Bas-du-Fort, en train de mettre à l'eau un éco-mouillage qui fait 4 tonnes, qui va être mis à la marina en test en face du laboratoire scientifique marin de l'université, en test. Donc, l'idée était quoi? C'était de non seulement, comme vous voyez, il y a une dalle béton. Par-dessus, il y a l'éco-mouillage et le mimétisme créé, même avec des morceaux de bambou. L'idée, c'est d'avoir effectivement ce mouillage qui tiendrait au-dessus un voilier. Et sur ce mouillage, pour un peu réparer ou j'entendais une des intervenantes qui disait qu'il suffit de faire un geste qui a du bon sens, qui va comment dirais-je, favorablement soutenir l'écosystème. L'écosystème réagit tout de suite. Les éco-mouillages qui ont été mis à Saint-François, au bout de 3 ans, il y avait, sans avoir injecté dedans, au bout même de 8 mois, quoi que ce soit, ils étaient blindés de post-larves, de poissons de 4 ans et de larves. Et à l'œil nu maintenant, 4 ans après, on voit des récifs. Là, voilà l'exemple. On voit des récifs qui apparaissent, des cerveaux de Neptune ou des cornes de cerf qui apparaissent sur les éco-mouillages sans avoir mis quoi que ce soit. Les scientifiques, justement, ont une problématique, et ça, c'est la nature. Pour qu'un récif, un récif et il puisse pousser sur un support, le polype, il faut absolument qu'il y ait une bactérie qui s'appelle la coralline, une tache orange qu'on voit sur les pierres. S'il n'y a pas cette coralline, il ne pourra pas s'intégrer au support et pousser, et grandir, et s'installer. Sur les éco-mouillages, au bout de 4 mois, ils étaient semés de coralline, et donc du coup, les récifs ont pu s'installer. Alors, pour revenir un peu à la conception, c'est avoir effectivement ce mouillage, dessus ce récif artificiel de construit de façon aussi écologique, puisqu'en fait, c'est de la récupération de matière qui devrait être détruite. On la récupère. Donc, il y a un cercle vertueux, justement, de respect de l'environnement et de la réutilisation en chantier d'insertion de matière et détournement d'objets. Donc, ça, c'est ce qui est quand même appréciable. Le socle, qui fait 2 mètres sur 2 et 37 cm d'épaisseur, c'est du béton aussi écologique, qui a une part d'écologie dans sa conception. Il réutilise, donc c'est la Société Guadeloupéenne de Béton, SGB, qui est mon partenaire, qui est notre partenaire.
utilise les concassés de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Ils réinjectent ce béton en tant que gravillon dans leur béton pour la reconstitution de leur béton. Bien sûr, c'est un béton spécifique qui va à l'eau, donc qui a été ferraillé. Toutes les normes sont respectées. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de créer des hattes légères de plaisance. Et dans ces hattes légères de plaisance, nous avons effectivement ces pouponnières, puisque ça devient vraiment une pouponnière de poissons, un récif, parce qu'actuellement, la situation de la barrière corallienne du Gosier, par exemple, vous avez une île avec une barrière corallienne qui constitue le lagon, qui est entièrement disparu, qui a vraiment complètement disparu. Et le fait qu'il y ait ces éco-mouillages, ça permet aux poissons, au poste larve, parce que comment ça se passe, le poisson, il ferait le plancton, donc une partie de ce plancton, donc de ces larves, viennent à terre, à peu près 10%. 90%, c'est de la nourriture pour les poissons, pour les baleines. 10% viennent à terre, sur les littoraux, cherchent de l'habitat, grandissent et sont les poissons de demain. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'habitat, donc la plupart se font dévorer, disparaissent, et la chaîne de production est coupée. Donc le fait qu'il y ait la reconstitution d'habitat dans les lagons, parce qu'en fait, une barrière corallienne, pour ses habitants, au niveau de la flore, de la faune, il faut absolument qu'il y ait un herbier existant. Parce qu'en fait, la poste larve, le corail, le récif est sa maison, et l'herbier est son garde-manger. Donc, tout ça fonctionne ensemble. Donc, l'idée aussi du projet, c'est que le plaisancier qui va s'amarrer sur la bouée, il sera obligé d'être vertueux dans sa consommation d'énergie et de ses rejets polluants. Donc, il sera dans l'obligation d'avoir comment dirais-je, des réserves d'eau grise et d'eau noire, c'est-à-dire qu'aucun rejet de l'utilisation, que ce soit de sa vaisselle ou de ses déchets fécaux, doivent terminer en mer. Donc ça, c'est déjà une des premières choses, ni d'objets, ni quoi que ce soit. Au début, peut-être que le plaisancier n'est pas sensibilisé du fait qu'ils se disent, et ça c'est les gens en général, mais il n'y a plus rien à protéger, tout a disparu, donc on peut y aller franco. Ben non. Il suffit qu'il mette la tête sous l'eau. Sous son bateau, il y a une vie qui foisonne, et donc il y a raison de la protéger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça nous donne aussi une possibilité à prouver aux politiques et scientifiquement qu'il y a effectivement une faune existante qu'il faut absolument préserver, et il faut faire ce qu'il faut pour. Donc, effectivement, installer ces éco-mouillages, arrêter effectivement tout ce qui est encre et chaîne, faire que les plaisanciers respectent la réglementation en vigueur, puisque effectivement, dans certaines îles dans la Caraïbe, si vous n'êtes pas équipé de bacs d'eau grise ou d'eau noire, il vous est interdit de venir mouiller sur certaines régions dans la Caraïbe. Et en Guadeloupe, ce n'est pas le cas. Non seulement il y a très peu de mouillage, mais en plus, les réglementations ne sont pas respectées. Donc voilà. Donc le projet, c'est à la fois, voilà, le projet, c'est à la fois protéger l'environnement et principalement, et aussi avoir un modèle économique de l'économie bleue qui permet à une collectivité de développer à la fois des formations dans ce domaine, que ce soit l'entretien des éco-mouillages et des lignes d'amarrage. Les éco-mouillages, il faut absolument qu'il y ait des prélèvements de photos, d'entretien pour des scientifiques. Donc, des jeunes peuvent passer des formations de plongeurs et les différents niveaux scaphandriers. Il y a des entretiens à mettre en place. Il y a du service à mettre aux plaisanciers, donc de venir récupérer leurs déchets, de venir leur vendre toutes sortes d'articles.
Donc voilà, il y a tout un équilibre économique voulu dans ce projet-là. Mais c'est formidable. Je pense que on est tous convaincus que vos 3 projets montrent on a besoin de réarticuler une autre façon d'organiser l'activité, l'emploi, l'activité économique, et que c'est totalement articulable avec ces objectifs de protection de la biodiversité. Et ça donne plein d'espoir parce qu'en fait, on voit se dessiner la possibilité de nombreuses activités derrière vos projets. Et je pense que les participants comprennent l'esprit dans lequel travaille la Fondation. C'est que pour nous, le secteur associatif, le secteur de l'économie sociale et solidaire, en fait, par sa créativité et sa capacité à tester, à expérimenter, et ensuite à développer d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'est pas obligée de rester toute petite, eh bien, l'économie sociale et solidaire peut vraiment trouver les voies et moyens, les fenêtres de tir pour anticiper les risques qui sont plus des risques, pour anticiper les crises et trouver des solutions vraiment productrices de résultats. Et la biodiversité, elle répond en fait. En fait, la nature répond. Donc, c'est un sujet qui est très Tout à rassurant fait. en fait. Alors, il y a une chose importante, je tiens à le souligner et à vous le partager. Depuis le début de ce projet, on a rencontré plus d'une cinquantaine de structures dans toutes sortes de domaines, hein, que ce soit l'éducation, le scientifique, les politiques, les administrations diverses et variées. Là, dernièrement, il y a à peu près un mois, j'ai été contacté par l'Office de l'eau, le directeur général de l'Office de l'eau de Guadeloupe. Il voulait absolument nous rencontrer et les aider à tenter de changer le cours des choses actuelles. La situation de la Guadeloupe est celle-ci, comme vous le savez peut-être. On est dans le rouge dans tout ce qui est eau potable et eau naturelle. On a la problématique du chlordécone. On a la problématique de disparition totale de nos barrières coralliennes. Donc, ça induit la disparition de beaucoup de variétés de poissons. Les pêcheurs ont maintenant du mal à en vivre et disparaissent. Les nappes phréatiques en Guadeloupe sont en train de se saliniser parce que le réseau d'adduction d'eau est complètement percé. Et donc, il y a beaucoup de pertes. Donc, ils surproduisent, il y a du gaspillage. Donc, les nappes phréatiques qui tirent trop dessus sont en train de descendre, en train de se saliniser là actuellement. Les rivières sont polluées. Donc, en fait, ils ont demandé à me rencontrer parce que le projet d'éco-mouillage et ce qu'on est en train de développer montre effectivement qu'il y a de la biodiversité, mais montre aussi comme un peu un témoin qu'il y a aussi de la pollution. Donc, on a signé sur 3 ans un projet qui monte à peu près à 540 000 euros, à 180 et quelques mille euros par an, avec 2 autres partenaires, pour développer une campagne de sensibilisation et permettre, en fait, l'idée c'est quoi? L'affrètement d'un catamaran qui va sillonner toutes les plages de Guadeloupe et les dépendances, à bord des scientifiques, des jeunes, des ambassadeurs qu'on formera pour arriver avec ce kata sur un littoral, descendre de ce kata, aller interroger, faire des quiz, poser des questions aux gens qui vivent là où ils sont au niveau de leur plage, les villages, pour qu'ils puissent, tout en étant filmés, témoigner de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils n'ont pas compris, est-ce qu'ils sont sensibilisés par la situation actuelle des coraux. Il y aura des films qui seront faits automatiquement sur ces plages pour les fonds marins, qui seront diffusés sur les médias et les réseaux sociaux pour que les gens... La problématique qu'on a en Guadeloupe, c'est que, vu notre histoire, on va le dire franchement, l'esclavage,
les Guadeloupéens ne sont pas tournés vers la mer parce que c'est un peu la chose qui nous a un peu froissés, c'est d'arriver par la mer, par des négriers en tant qu'esclaves. Malheureusement, c'est toujours ancré en nous, malgré 160 ans après. Et donc, on n'est pas concerné par la mer, donc on ne met pas la tête sous l'eau. Donc, le projet, c'est de sensibiliser les Guadeloupéens pour qu'ils soient conscients de ce qui se passe, ce qui se joue, pour qu'ils puissent y faire quelque chose et faire les bonnes choses. Donc, le projet est là. Donc, c'est pour nous une victoire. Ben, bravo. Bravo à vous. Merci de. Alors, on avait changé l'horaire pour pouvoir se caler à vos horaires en Guadeloupe et on en est très, très heureux. Merci à tout le monde de s'être adapté à ce changement d'horaire. Merci aussi à Alvéole et au fonds de dotation Forêt en Vie. Vos trois expériences sont très importantes à nos yeux. Je le dis au nom du président de la fondation, de toute l'équipe. Je pense que l'ensemble des participants partagent ce sentiment. Et voilà, ce ne sont pas du tout des expériences anecdotiques, bien au contraire. Vous êtes au cœur, en tout cas on l'espère, des feuilles de route qui devraient se développer, en fait. Voilà. En tout cas, merci mille fois. Merci à tous. On a un tout petit peu débordé, mais je crois que ça valait le coup de vous entendre jusqu'au bout, tant votre expérience est riche, Casa Recycle, et illustre bien plusieurs objectifs de développement durable. On sera amené à reparler de l'économie circulaire le vendredi 26 novembre prochain et on reprendra notre horaire habituel. Donc, rendez-vous le 26 novembre pour le dernier épisode de l'année qui sera consacré à l'économie circulaire, précisément. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci à Émilie et à l'équipe pour l'organisation de cette web-série. À très bientôt, bonne fin de journée et bon anniversaire des ODD, c'est demain. Hein, la signature des ODD, c'est le 25 septembre, c'est demain. Bon week-end, à bientôt.